Bonjour Carl Olive. Bonjour Alex. Merci de nous recevoir dans votre bureau ici à l'Assemblée nationale. Pour commencer l'interview, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on vous voit? Comme vous voulez. Supporter du PSG? Oui. Bon, on va se tutoyer. Non, ouais, j'aurais dit la même chose pour l'OM. Hein. Oui, bien sûr. Non, bah, donc tutoyons-nous si vous voulez. Je vois que vous êtes bien renseigné. Bah, tu es si bien vous me dites, renseigné ouais, voilà. sur le fait que je supporte le Paris Saint-Germain. Merci de nous accueillir ici. Tu es député. On se connaît pas, hein, c'est la première fois qu'on se voit. Donc c'est pour ça que je vais avoir du mal à te tutoyer au début. Tu es député Ensemble pour la République. Depuis quoi, 2022? Depuis 2022. Comment Exactement. ça se passe? Bah, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien parce que je pense que quand on est amoureux de son pays, on essaye de le faire grandir. Alors c'est pas simple. Ce que je constate, c'est que moi j'ai été maire pendant presque 10 ans à Poissy, où je suis né, j'ai grandi avec ma famille nombreuse, on était 8. Quand tu es maire, tu bosses vraiment pour ta ville, quoi. C'est vraiment ta crèmerie, c'est ton jardin, j'ai toujours considéré ça. Quand tu deviens député, c'est un peu la même chose, sauf que tu t'aperçois très vite que finalement le parti est plus important que le pays. Et c'est ce que je regrette. Moi, j'aimerais tellement que le pays soit plus important que les partis. Alors, excuse-moi, mais c'est intéressant ce que tu dis pour ouvrir l'interview. Le pays est plus important que le parti, mais c'est ce que Emmanuel Macron, président de la République, proposait. Il disait il faut qu'on éclate les partis, il n'y a ni droite ni gauche. Bah ouais. Alors, du coup, c'est un aveu d'échec, le fait que tu dis ça aujourd'hui? C'est pas un aveu d'échec, c'est factuel, c'est un constat. Ouais, mais donc ça n'a pas marché depuis 7 ans. Bah, ça n'a pas marché parce que les partis politiques, finalement, travaillent chacun dans leur couloir et c'est à celui qui va sortir le premier comme un 100 mètres. Et c'est bien dommage. Moi, je préférerais que ce soit un marathon collégial, un esprit collectif. Quand, par exemple, je présente une proposition de loi sur le gaspillage, si ça c'est politique, je m'y connais pas, quoi. Le gaspillage, c'est quand même aller vers le zéro déchet, par exemple, c'est quand même transpartisan. Je le propose aux collègues républicains, Philippe Juvin pour pas le nommer, il me dit bah c'est une super idée. Puis 10 jours après, il me dit bah non, on peut pas parce que les LR veulent pas travailler avec la majorité présidentielle, c'est con. Ouais. Si jamais demain Marine Le Pen me dit que le soleil est jaune, bah toute Marine Le Pen qu'elle est, je veux pas lui dire que non, il est bleu. Ouais. Voilà. Et puis si Raquel Garrido de la France Insoumise, je fais exprès de prendre les deux extrêmes, si je peux dire, me dit que. Elle est plus députée, remarque Rideau, donc comme ça au Ouais, moins. mais c'était une députée qui était très respectueuse. D'accord. Et pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Je partage absolument pas sa ligne politique, mais pour autant, quand vous êtes député, quand tu es député, tu as 577 députés élus démocratiquement. Quand Raquel disait que l'éducation des gamins, elle se fait pas au pied d'immeuble, mais à l'université, je vais pas dire le contraire sous prétexte que je suis sur la majorité présidentielle, enfin à l'époque. Ouais. Donc voilà, moi c'est ce que je regrette par rapport à mon expérience de maire. Alors attends, juste ce qui est intéressant, on va parler de ton expérience de maire et du cumul des mandats, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, par rapport au fait que le parti est aujourd'hui plus important que le pays, que tu voudrais que ce soit l'inverse. Finalement, le clivage aussi gauche-droite, il peut avoir du bon quand même. Parce que ça peut permettre d'avoir une compétition d'idées, une bataille d'idées, poser des marqueurs pour la société. Peut-être qu'il faut faire un mélange des deux, pas dire soit l'un ou soit l'autre. Et je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est l'essence même, on va y revenir, de la Ve République. Je suis complètement d'accord. Sauf que, pardon, mais il n'y a pas de bonne idée ou de mauvaise idée de gauche ou de droite quand c'est une bonne idée pour l'intérêt général. Le dédoublement des classes en CP, CE1, dans les quartiers prioritaires de ville, dans ce qu'on appelle les quartiers populaires, c'est une super idée. En 2017, fait par Jean-Michel Blanquer. Ouais, et on dit que c'est, je vois que tu connais, on dit que c'est plutôt une idée de gauche. Bon, bah, c'est une super idée. Le fait qu'on soit dans la réciprocité entre les droits et les devoirs, le fait de dire qu'il y a un intérêt à aller travailler plutôt que de rester chez soi, on dit que c'est une idée de droite. Ben non, c'est une idée de bon sens. Et finalement, cet intérêt général, tu le retrouves quand tu es maire, que je ne retrouve pas aujourd'hui ici. Quand tu as été maire, en fait, tu as ce qu'on appelle un conseil municipal. Mais dans le conseil municipal, tu as différentes sensibilités, tu as différents horizons sociaux, culturels même parfois. Finalement, c'est l'intérêt de la ville qui prime, c'est l'intérêt des administrés. Pourquoi ce ne serait pas pareil à l'échelle du pays? Alors moi, je suis peut-être un peu naïf dans ce que je dis, hein, mais bon, j'ai toujours pensé ça, et c'est bien dommage. Alors après, tu me dis, il y a toujours eu un clivage. Que disait le général de Gaulle en 1958? C'était hier, on n'était pas nés, toi et moi, je pense. Il disait que la France, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. La France, c'est deux courants. Le courant du devoir, du respect, de la tradition, on va dire plutôt de droite, et le courant du mouvement, du progrès et du social, on va dire plutôt de gauche. Vouloir diriger la France en utilisant simplement une de ces deux fractions est une erreur nationale impardonnable. C'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle. C'est pas Emmanuel Macron, c'est pas le en même temps, le général de Gaulle. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a rien à changer. On devrait plutôt être dans ce sens-là. Et j'espère que la dissolution, j'espère que ce qu'ont souhaité les Français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une majorité absolue dans l'hémicycle, mais finalement des minorités qui doivent constituer une majorité, à l'instar de ce qui se passe en Allemagne,
en Espagne, en Italie, au Portugal, en Belgique ou en Scandinavie, puissent nous amener à avoir un logiciel différent qui vienne du terrain. C'est intéressant, mais on n'est pas en Allemagne ou en Scandinavie, justement, on est les Français, tu le sais très bien. On a un peuple, j'allais dire bizarre, c'est pas le bon terme, mais on a un peuple particulier et unique. Tu crois vraiment que la culture du compromis dans notre pays, ça peut fonctionner? Alex, j'ai toujours dit que l'ouverture d'esprit n'était pas une fracture du crâne. Il va falloir s'y mettre. Et on le voit dans le sport. Finalement, moi, je viens du sport, comme tu le sais. J'ai toujours fait de l'analogie entre le sport et mon engagement local et aujourd'hui national. Et finalement, ça nous apporte beaucoup. Regarde, tu es en train de me dire, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Non, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste simplement la culture. Non, mais tu l'as dit. Oui, d'accord, ok. Ouais. Regarde les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ouais. On a l'impression d'avoir vécu dans une bulle pendant 2 mois. Donc c'est possible. Quand on est tous, je dirais, obsédés par un unique objectif, c'est de faire réussir la France et de faire grandir notre beau pays. C'est exceptionnel. Et toutes celles et ceux qui ont voulu flinguer les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, avant même la compétition, bah, ils en sont pour leurs frais. Enfin, je veux dire, on est un beau pays. Ah, moi, j'ai adoré les Jeux Olympiques. Alors que j'étais là à dire que ça allait être compliqué. Pas que ça allait être nul et tout. Hein. Mais tu t'es planté, tu sais pourquoi? Parce que tu as écouté le dernier qui a parlé. C'est bien dommage. J'aurais dû acheter des places, je les ai achetées au dernier moment, je les ai payées très cher. Tu vois, ça m'apprendra. En vérité, c'était génial. C'est pas grave. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ah bah, c'est gentil. Juste, on parlait du rôle de J'ai pas maire. dit que t'étais con. Hein. Non, non, t'as dit que j'ai changé d'avis. On parlait du rôle de maire. Député, tu as été maire de Poissy. Tu es aujourd'hui député. C'est lequel le plus beau mandat des deux? On peut pas comparer du tout l'un et l'autre. Mais c'est vrai que quand tu as été maire, j'ai été maire dans une ville qui m'a vu grandir, où mes parents sont nés, mes frères et sœurs sont nés, mes frères sont décédés, mes parents sont décédés. Enfin, c'est exceptionnel. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse. On était 8. Mon père a fait 42 ans de crèmerie à Simca Chrysler. Ma maman était très tôt orpheline. Ouais. On a vécu au pluriel. Et quand tu grandis dans une ville, c'est presque un village. Moi, quand je suis élu en 2014 au premier tour, il y a 1000 agents dans la collectivité. Il y en a plus de la moitié qui m'a connu en culotte courte. Enfin, je les connais tous par leur prénom. C'est juste exceptionnel. Et puis vouloir faire grandir sa ville et avancer sa ville. Et aujourd'hui, voir que dans cette ville, elle est redevenue le premier bassin d'emploi de la vallée de Seine, en faisant venir le PSG, son entraînement du PSG. Son entraînement du PSG, pardon. Peut-être le stade bientôt. Porsche, on en reparlera. L'hôpital de Poissy-Saint-Germain, faire venir le tramway, c'est exceptionnel. En fait, être maire, c'est être PDG c'est pas péjoratif dans ce que je dis, hein. C'est être PDG de ta collectivité. C'est ton jardin. Et ton jardin, tu aimes bien qu'il soit propre. Tu aimes bien que ça soit un jardin qui puisse évoluer. Être député, c'est différent. C'est 100% législatif. En latin, lex legis, c'est la loi. Donc nous, on est là pour proposer des lois, pour faire, entre guillemets, la loi. Je mets des guillemets, évidemment. Donc c'est totalement différent. C'est pour ça que je suis particulièrement fervent du cumul député-maire, parce que c'est très complémentaire. Là où en 2014, le 14 février, quelle idée à la con, on a voulu séparer l'un et l'autre. L'idée de François Hollande, c'était un engagement de François Hollande. Je n'ai pas dit qu'encore une fois, François Hollande était con, c'était une fausse bonne idée. On a voulu rapprocher l'élu et le citoyen. Bah, on a fait exactement le contraire. Il n'y a jamais eu autant de distance entre l'élu et le citoyen. Toi, tu constates ça, qu'il n'y a jamais eu autant de distance? Bah oui, parce que parfois j'ai eu l'impression, quand je suis devenu député, qu'il fallait faire le concours Lépine de celui qui était le plus présent à l'Assemblée. Certains de mes collègues oubliant qu'ils étaient élus par les députés. Mais on n'est pas élu par les députés, on est élu par les administrés. Et les administrés, il faut aller les voir, il faut se faire engueuler, il faut prendre des gifs, il faut prendre des bourre-pifs. Comme dit le président Larcher, il faut être à portée d'engueulade. Bah, ça a échappé. Alors je ne dis pas que les collègues ont été déconnectés, je dis juste que quand tu passes de 250 députés maires en 2012 et 0 aujourd'hui, je pense qu'il y a un juste milieu. Toi, s'il y avait le cumul des mandats qui revenait demain, tu te représenterais à la mairie en 2026 de ta ville? Bon, c'est trop facile de le dire, parce que c'est facile de dire ça sur un papier. Mais oui, je suis très intéressé sur l'enrichissement des deux fonctions, se nourrir du terrain pour faire porter le bon message à l'échelle nationale. Si tu devais faire un choix aujourd'hui entre ta mairie de Poissy et ton rôle de député? Sur les deux expériences, je pense qu'elles sont très complémentaires. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus beau mandat que celui d'être élu local, donc d'être maire. Pour autant, moi je suis ravi d'être député, je suis ravi, entre guillemets, de servir mon pays, parce que je suis éperdument, ça c'est le truc de base, Alex, il faut être amoureux de son pays. Moi je suis éperdument amoureux de la France, je suis éperdument amoureux de ses valeurs, je suis éperdument amoureux des valeurs qu'on a pu me donner, et je suis éperdument amoureux de faire avancer mon pays. Donc je suis éperdument amoureux et fier de ce qui vient de se passer avec les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Et donc, 2026, tu réfléchis à te présenter comme... Non, je réfléchis pas. C'est pas l'ordre du jour. Okay. Moi, j'ai jamais eu plan de carrière. Rien n'a jamais été écrit. Je n'étais pas formaté pour être journaliste, pas formaté pour être directeur des sports du Canal, pas formaté pour être maire, pas formaté pour être député. Je viens des jeux télé. Quand j'étais môme, moi, je voulais juste faire le con. Voilà. Puis je suis passé par les jeux télé. Puis après, j'ai rencontré Michel Denisot. Ça a été une expérience formidable. Puis après, j'ai connu Michel Platini. Ça a été formidable. Michel Hidalgo. Ça a été formidable. Et puis, j'ai rencontré des gens formidables. Emmanuel Macron, le président. Ta vie d'avant, elle te manque pas? T'es député, c'est super, parce qu'en fait, il faut dire ça, c'est pour ça qu'on fait ces émissions. Faire de la politique, comme tu l'as dit, faire avancer le pays, c'est quand même fantastique de pouvoir participer. Oui. Même si l'image n'est pas toujours bonne à l'Assemblée, on va en parler. Mais est-ce que ta vie d'avant, elle te manque pas un petit peu? J'ai jamais regardé dans le rétro. Il ne faut pas se nourrir de regrets. Au contraire, toutes les expériences elles m'ont galvanisé dans le fait de cheminer et de se dire qu'on est utile. Voilà. Moi, mon objectif, modestement, c'est d'être utile. Et adossé à cela, c'est de se dire qu'il faut être aussi très relatif dans la vie. C'est-à-dire que quand on dit carpe diem, oui, moi je suis de base plutôt un homme heureux. Et pourtant, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu 2 de mes frères, je suis amputé à vie. Ça, c'est important. Le reste, regarde, je vais foirer mon interview, je vais te raconter une connerie, tu vas la passer sur les réseaux, on va faire 6 millions comme à la lucarne. Ça va pas m'empêcher de dormir. Hein. Donc tu es heureux aujourd'hui dans ta vie? Oui, j'ai toujours été très heureux dans ma vie. Ah ouais, et je le revendique et je l'assume. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, je les emmerde. On parlait de l'Assemblée nationale, on disait l'hémicycle, ça donne pas toujours une bonne image. Quand on est à l'intérieur de cet hémicycle, aujourd'hui, il n'y a pas de séance, mais avant, tu as été élu depuis 2 ans. C'est quoi l'ambiance réellement? Est-ce que vraiment vous vous rentrez dedans? Parce que moi, je suis député, pas du tout, je suis journaliste depuis 2016. J'ai suivi pas mal de séances au Sénat, à l'Assemblée. Il y avait toujours une ambiance républicaine, si je peux employer ce mot. Il y avait toujours un respect entre les uns et les autres. C'est vrai que depuis 2 ans, peut-être même un peu plus, c'est violent, même pour nous, les journalistes qui venons, quelquefois c'est violent, quoi. Vous avez ce sentiment-là, vous, à l'intérieur aussi, tous? Bah, on va se dire les choses. Ouais. Il y a un avant et un après LFI. Et moi, je veux être cash par rapport à ça. Et je vais relativiser ce que je dis. Moi, quand j'arrive en 2022, en fin juin 2022, fin juillet 2022, la première chose que j'envoie à la présidente de l'Assemblée nationale, nouvellement élue, Yaël Braun-Pivet, c'est de dire, attendez, présidente, on n'est pas dans Interville sans les vaches. Enfin, bientôt, ça va être un meeting politique aérien. Tout le monde s'invective. C'est du grand n'importe quoi, avec des insultes, avec de la provocation, exclusivement faite, pardon de le dire, des collègues de la France insoumise. Et quand on est capable de laisser passer ça à l'Assemblée nationale, alors, dans le ruissellement dont on parle, qui est le mot à la mode, il ne faut pas s'étonner que sur le terrain, la relation à l'autorité de l'État, avec les policiers, les élus, les enseignants, soit dégradée à ce point. Alors, quand je dis je relativise, le sujet, c'est que c'est presque l'instinct grégaire. Je parle souvent en latin, Grex gregis, les brebis. Quand on a un qui fait le con, pourquoi les autres ne le feraient pas? Et donc, on a une espèce de dégradation de l'image qu'on peut redonner dans ce que tu disais, dans ce qui est vraiment le cœur du moteur de la démocratie. Donc, comment on corrige ça? Il faut que, comme dans le sport, on est dans les règles. Les règles, elles s'appliquent, elles ne s'interprètent pas. À la minute où quelqu'un fait le con, tu dois tout de suite le sanctionner, directement ou indirectement. Donc, et Dieu sait si... Parmi les collègues du LFI, je dis bien les collègues parce que ce sont des adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Voilà, j'entretiens... Tu leur parles? Tu parles à Louis Boyard, tu parles à Sébastien Delogu, le député? Oui, bien sûr. Je parle à Rodrigo Arenas. Alors, ce que tu disais, tu as complètement raison. Il y a le côté au théâtre ce soir. Ouais. Donc là, on va parler aux plus de 50 ans, dont moi je fais partie en tout cas. Ouais. Et puis il y a ceux qui vont se retrouver derrière pour discuter normalement dans un ascenseur, à la buvette de l'Assemblée, sans pour autant picoler. Donc il y a quelque chose de l'image, de l'ordre de l'image. Alors. Et bien sûr, parce que ce qui se passe dans l'hémicycle, j'ai envie de dire que en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est le travail en commission. Et dans l'hémicycle, on sait qu'en plus, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, et vous êtes bien passé pour le savoir avec les indécis, c'est une caisse de résonance à nul autre pareil. C'est pour ça que vous êtes hyper exposé, c'est pour ça que vous êtes hyper sollicité. C'est aussi parce que vous êtes une caisse de résonance à nul autre pareil. Et pour le coup, je rends à César ce qui appartient à la France insoumise. Ils sont très professionnels sur le sujet. Alors, il n'y a pas de sujet, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Ils prennent la parole, tom. Ils savent que pendant 17 secondes, ils peuvent faire passer leur message et que ça va se retrouver dans les 10 minutes plus tard sur les réseaux sociaux. C'est très professionnel de leur part. Sauf que c'est pour moi nul et non avenu. C'est-à-dire que quand tu prônes le chaos, quand tu dis que la police tue, que les chefs d'entreprise sont des salopards, etc., ça ne peut pas engendrer une espèce de bien vivre ensemble que l'on cherche quand on est, pour moi, élu local pour servir son pays. Peut-être que je me trompe, et tu m'arrêtes si je me trompe. J'ai cru avoir lu, mais il y a longtemps, que tu avais demandé à ce que Jean-Luc Mélenchon soit fiché S. Oui.
Ah ouais, pourquoi, sur quel principe? Parce que je pense que typiquement, notamment, alors c'était pas Jean-Luc Mélenchon dans l'hémicycle, mais tout l'orchestre de Jean-Luc Mélenchon est affilié à son chef d'orchestre. Et que pour moi, ce sont des dangers pour la société. Quand tu vas asséner 10 mensonges, par exemple dans les quartiers populaires, bah, Ouais. ça entraîne une vérité. Quand tu vas dire dans les quartiers populaires, encore une fois, que la police tue, que les chefs d'entreprise sont des salopards, que les employés sont des esclaves, bah oui, parfois ça peut être entendu comme tel. Et donc on renvoie finalement à cette provocation, à cette vérité gratuite, un écho qui est parfois défavorable, avec une réponse qui est une réponse disproportionnée. Et ça, pour moi, c'est pas entendable par rapport aux valeurs que j'ai, d'éducation, etc. Ce n'est juste pas entendable. Donc oui, je pense que LFI, il y a une majorité qui sont des dangers pour la société. Raphaël Arnaud est fiché S. Il y en a un de leurs députés à Avignon qui est fiché S. Est-ce que les fichés S ne devraient pas être à l'Assemblée? Bah non, je pense que les fichés S ne devraient pas être à l'Assemblée, ou alors ils font ce qu'il faut pour ne plus être fichés S. Enfin, ça peut... Après, fiché S, c'est pas être fiché S, c'est pas non plus... Forcément terrorisme. Oui, il y a 42 degrés. Voilà, ça peut être la violence. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est... alors, je dis pas que... je balaye devant ma porte. On n'est pas non plus tous exemplaires quand on est sous prétexte qu'on n'est pas fiché S. Je dis simplement que certains doivent se retourner dans leur tombe, de gauche comme de droite, les grands personnages d'État, si on apprenait aujourd'hui et si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée, sur le fond comme sur la forme. Après, je prends mes responsabilités, je balaye devant ma porte. On n'a pas non plus, nous autres, été toujours exemplaires. Mais c'est vrai qu'on est des petits joueurs à côté de ce que parfois nous montre la France Insoumise, qui est largement, est toujours systématiquement dans le carré de Ligue des Champions. Et le RN, dans tout ça, de l'autre côté, c'est beaucoup plus propre sur lui aujourd'hui? C'est beaucoup plus propre sur lui, et ce qui n'enlève pas le danger de la situation. J'ai pas vu depuis, si on se dit les choses depuis 2 ans, à 2-3 exceptions près, mais les RN, je veux dire, ils sont là à l'heure, ils sont là de bonne humeur, ils sont plutôt des gens qui sont aimables. C'est l'extrême droite, le RN? Ça reste l'extrême droite? Parce qu'on constitutionnellement, c'est l'extrême droite. Par contre, LFI, c'est pas l'extrême gauche. Si tu me demandes qui est plus dangereux entre la France Insoumise et le Rassemblement National aujourd'hui, je pense que la France Insoumise est beaucoup plus dangereux. C'est l'extrême gauche, la France Insoumise? Oui, c'est l'extrême gauche. C'est un extrême alors aussi? Oui, je pense que c'est même à gauche de l'extrême gauche. Ouais. Et Marine Le Pen et son parti, est-ce que c'est l'extrême droite? Si je vois de façon factuelle de ce qui se passe aujourd'hui dans les collectivités sur les territoires, je peux pas dire qu'il y a eu des désagréments extrêmes qui ont été provoqués par le Rassemblement National, que je combats par ailleurs. Alors là, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont eu beau crier au scandale, au piège par rapport aux élections législatives. S'ils n'avaient pas fait le concours d'incroyable talent à celui qui avait 5 pattes, quelqu'un qui ne savait pas parler, un autre qu'on avait retrouvé à la fête des loges, etc., peut-être qu'ils auraient eu plus d'élus. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu dis que ces candidats n'étaient pas à la hauteur. Non, mais là, on a eu un casting. Il y avait des candidats qui étaient ouvertement antisémites, racistes, qui faisaient des propos complètement fous. Bien sûr. On a eu un casting, c'était du grand n'importe quoi. D'ailleurs, ils le disent après coup. Pour autant, moi, j'ai fait partie de ceux, et je veux être vraiment très pragmatique par rapport à ça, j'ai fait partie de ceux qui ont constaté que le Rassemblement National faisait 11 millions d'électeurs, notamment au premier tour. Il n'y a pas 11 millions de fachos en France, il faut peut-être aussi entendre cela. Et donc, ils avaient leur place dans l'exécutif de l'Assemblée nationale. On a fait un front républicain contre ces gens-là, notamment sur l'élection dans l'exécutif de l'Assemblée nationale. C'est pas normal. Mais non, mais excuse-moi, alors, Karl, je comprends ce que tu dis, mais fallait pas faire le front républicain au second tour de l'élection législative, alors? Mais c'est une bonne question. Parce qu'il y a plein de Français qui n'ont pas compris le fait qu'il y ait des candidats Ensemble pour la République qui se désistent pour des candidats de la France Insoumise à inversement proportionnel, et que derrière, on nomme pas quelqu'un du nouveau Front Populaire. Alors, de la même manière, la France Insoumise devait faire partie de l'exécutif de l'Assemblée nationale. Elle fait partie de l'exécutif de l'Assemblée nationale. Caroline Fiat, qui a été vice-présidente de l'Assemblée nationale sur la dernière législature, était une très bonne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Sébastien Chenu, Rassemblement national, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale, était un très bon vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas dire mieux, mais tu as raison. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a eu un front républicain contre le Rassemblement national, et que finalement, quelque part, disons les choses, le nouveau Premier ministre a dû obtenir l'onction du Rassemblement national pour éviter une motion de censure. Donc, et t'en veux pas au président de la République de cette dissolution, et surtout derrière de ce nouveau front républicain, enfin non, nouveau front populaire, mais de ce front républicain qui a été fait? Rien n'est clair pour les Français, plus que qui a été nommé Premier ministre. J'ai l'impression que c'est surtout ça, c'est qu'ils comprennent pas aujourd'hui, les Français, dans quel côté on va, dans quel côté va la politique. Toi, t'as été élu avec le front républicain ou pas?
Tu as eu un désistement dans ta Moi, je suis tranquille, j'ai peu de désistement. Donc, le RN et LFI se sont maintenus. Et je suis arrivé en tête. Donc il n'y a pas eu de front républicain du tout. Donc il n'y a pas eu de front républicain. Voilà. Donc tu peux parler librement. Donc moi je peux parler. Ça t'a pas échappé que je parle librement. Je sais. Alors j'ai envie de dire oui et non à ce que tu dis. Oui sur ta première observation, c'est-à-dire que aujourd'hui effectivement il fallait l'onction du Rassemblement national. Mais quand tu dis et puis sur le fait qu'il y avait une dissolution, oui j'ai compris moi la dissolution. Il se passait plus rien depuis 8 mois à l'Assemblée nationale. Le pays était bloqué avec de l'obstacle parlementaire. Attends, juste, je vais terminer. Avec de l'obstacle parlementaire. La vérité, c'est qu'il ne s'est rien passé. Ah si, c'est passé quelque chose. On a eu un projet de loi sur la manière de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop des cheveux qui poussent. J'ai vu ça. Voilà. Donc ça c'est important dans la priorité des Français. Ça, c'est sûr qu'on ne passait pas du tout pour des cons. C'était quoi? C'était la discrimination, je crois. Exactement, la discrimination capillaire. Voilà. Ça, c'est sûr que sur le terrain, on nous parlait que de ça. Voilà. Donc ça, c'était un beau projet de loi. Non, mais la vérité, c'est qu'il faut le dire les choses. Oui. Il ne s'est rien passé. On a eu de l'obstacle parlementaire, de gauche comme de droite, y compris du bloc central, et on n'a rien pu faire. Donc il fallait faire quelque chose. Donc le président, il dit quoi? Vous m'emmerdez, je tape dans la fourmilière et on va redonner finalement la parole aux Français. Quelque part, il n'y a jamais eu autant de Français qui se sont déplacés aux urnes depuis 40 ans. Tu dis, les Français s'inquiètent. Ils ne s'inquiètent pas, les Français. Ah non, ils ne s'inquiètent pas, les Français, Alex, tu te trompes là-dessus. Ils ont donné à l'Assemblée nationale le visage qu'ils souhaitaient donner aux résultats des urnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une majorité absolue, il n'y a même pas de majorité relative. En gros, on ne donne la majorité à personne, vous allez vous entendre, parce qu'il faut vous entendre, au même titre que ce qu'a fait par exemple l'Allemagne, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. C'est ça qui est le message qui est envoyé par les Français. Et donc aujourd'hui, il y a une grande responsabilité de la part des partis politiques. Et moi, c'est pour ça que ça me fait marrer l'histoire de la courte paille. Il y a celui qui va proposer la machine à courber les bananes, la meilleure idée, etc., qu'il va falloir mettre en place. C'est pas ça que veulent les Français. D'ailleurs, on va voir les sondages. Ça passe cette semaine, ton reportage avec Mathieu. Mais vous allez voir les sondages. Les sondages sont globalement optimistes de la part des Français. Les Français disent on est plutôt content finalement de ce Premier ministre, et puis on est plutôt content que vous allez devoir vous entendre. C'est ça qu'ils veulent les Français. Moi je suis d'accord avec toi sur la dissolution. Je pense qu'effectivement il fallait mettre un coup de pied dans la fourmilière à un moment donné, mais toi qui es politique et qui en même temps aime le sport, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de timing? Est-ce que les Français, ils n'auraient pas aimé se pencher, prendre le temps de comprendre le paysage politique, faire leur JO? Alors je vais dans ton sens. Voilà. Donc après. Donc tu fais les JO, tu fais les Jeux paralympiques, qui se passent formidablement bien. On dit putain, la France c'est quand même le plus beau pays du monde. Ouais. Et derrière le président dit dissolution. Mais il serait passé pour. Non, mais il aurait pu l'annoncer avant, mais faire voter après, signer le décret à la fin du mois. Il n'y a jamais de bon moment. Écoute-moi bien, il n'y a jamais de bon moment. À l'arrivée, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de se concentrer sur les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le projet de loi de finances. T'es fidèle. Qui est la priorité. T'es fidèle. Alors, tu peux être fidèle et loyal. Et ça me fait plaisir que tu me poses cette question. C'est pas pour autant que tu cautionnes tout. Moi, quand j'ai envie de dire quelque chose au président, qu'il est carbo, qu'il a pris une mauvaise décision, je lui dis. Mais je lui dis en tête à tête, comme ici. Ça t'est déjà arrivé? Bien sûr que ça m'est déjà arrivé. Et quand on sort d'ici, on est les plus grands, on est les plus forts. C'est ça l'esprit d'équipe. C'est ce que je faisais avec Michel Denisot, c'est ce que j'ai fait avec Michel Hidalgo, c'est ce que j'ai fait avec Michel Péricard, l'ancien député maire de Saint-Germain-en-Laye. Mais il a fait des conneries, le président de la République. Il a fait des maladresses. Oui, je vais te donner un exemple. Quand il dit, par exemple, qu'il suffit de traverser la route pour trouver du boulot. Je dis, mais président, t'as raison, mais termine ta phrase. Puisque Alex te demande si tu as un contact pour trouver du boulot. Tu lui dis, oui Alex, on va traverser la route, je vais te trouver du boulot. Termine. Et tu dis, Mathieu qui est à côté de toi, Mathieu, dans le week-end, là, tu vas me donner 2 ou 3 numéros de téléphone d'entreprise qui vont pouvoir embaucher Alex. Et puis moi, je vais t'appeler, président de la République, je vais t'appeler lundi. Terminé. Je dis, mais président, pareil, quand tu dis qu'il y a 60 millions de procureurs en France, tu dis pas ça. Parce que là, tu vas te mettre toute la justice à dos, tous les magistrats à dos. C'est pas ça qu'il faut faire. Tu dis que tu as 60 millions de Didier Deschamps. Et que tu es là pour faire la meilleure équipe de France, et que pour l'instant, Didier Deschamps, en 2018, par rapport à toute sa carrière, il a eu raison. Et pourtant, tu as 60 millions de compositions différentes. Et puis ça passe crème, comme on dit. Voilà, c'est le type de relation que je parle avec le président. Alors on n'est pas tous à dire les choses, parce que... tu le tutoies? Il y a les valets, oui. Quand on joue en plus au foot ensemble... C'est vrai que tu es président du club Variété France. Football, c'est avec Jacques Vendroux et plein de sportifs. Variété Club de France. Mais le président Macron, il est comme toi et moi. Tu le mets ici, il va avoir le même type d'observation. Sauf qu'il y a une telle image qui est différente entre ce qu'il peut donner comme image et l'homme qu'il est réellement. Je te donne un exemple.
On part à la finale de la Coupe du Monde au Qatar en 2018. 2018. Non, 2021. Oui, 2018, c'était en Russie. 2022. Ouais, 2022. Et il me dit, tiens, dans l'avion, je me fais mettre 2 robots. Je dis, mais qu'est-ce que tu as foutre avec tes robots? Et il me dit, c'est 2 robots de fabrication française. Je veux pouvoir faire en sorte qu'un enfant malade français, un enfant malade argentin puisse suivre la finale comme s'ils étaient au bord du terrain. Il y a peu de communication là-dessus. Bah, ça, c'est Macron. C'est une super idée. Il est comme ça, Macron. Et après, il fait des conneries. Parfois, il nous arrivait de nous chamailler sur des trucs où je lui dis, je suis pas d'accord avec toi. Ou il me disait, bah, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ou alors, oui, tu as raison. C'est comme ça qu'on a créé le premier centre de vaccination en France à Poissy. Parce que quand je lui explique, il m'a dit banco. Et tous ces mecs qui sont venus nous dire, bah, c'est une bonne idée, mais on va pas pouvoir le faire. Et les gars, allez vous faire foutre, on va le faire. Et on l'a fait. Ouais, et ça a marché après. Et ça a marché. Et ça a développé tout bien le sûr, reste. ça a fait école. C'est quoi ce que tu as accroché ici là? Alors ça me fait très plaisir parce que moi je rate pas une occasion pour vraiment sensibiliser, valoriser aussi le travail des gens de l'ombre et des personnes qui sont concernées. Là on est sur des urgences orthopédiques, on est aussi sur des maladies infantiles, toutes les personnes qui malheureusement sont atteintes de cancer, notamment chez les jeunes, c'est des causes qui vont droit au cœur et quand on peut, alors on va pas valoriser des causes de cette manière-là, mais quand on peut accompagner. Je pense à Imagine for Margot, par exemple, l'association du petit Léo que Philippe Cavrivière, l'humoriste, défend. Ça, c'est des causes qui me sont sensibles. C'est aussi ça, faire de la politique, c'est pouvoir mettre en avant son image et son statut pour ça, on s'entend pas le coquillard. Mais c'est plutôt l'homme qui parle là. Voilà. Si j'étais journaliste, ça permet de mettre en avant quand je dis. De mettre un coup de projecteur. Modestement, quand tu es un petit peu exposé, oui, ça te permet de mettre un coup de projecteur. Mais typiquement, Imagine for Margot fait par exemple 10 km ou 20 km à Saint-Cloud. Je vais aller courir les 10 km ou les 20 km. Ah, j'ai vu que tu courais beaucoup. Ah, moi j'adore la course à pied. D'abord, mens sana in corpore sano. Le sport, c'est ma vie. Moi, j'ai 3 piliers, le boulot, la famille et le sport. Et le sport, c'est le sport détox. Je fais 4 ou 5 sorties par semaine. J'ai une licence depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Mes 5 frangins ont joué au football. T'as joué au foot, toi? Ah oui. Je joue toujours au foot. Tu joues quel poste? J'étais numéro 10. Ah ouais. Quand j'avais 27 piges, j'étais numéro 10 à Chatou, capitaine et président du club. Ça, c'était le cumul déjà à l'époque. Non, mais nous, les cinq frangins ont voulu faire du football professionnel et il y en a qu'un qui a réussi, plutôt une, ma sœur, la dernière de la famille, qui est la seule fille, qui est devenue internationale, manager du Paris Saint-Germain et après président du comité olympique, dans la caisse. Oui, le sport, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on est la première ville de France à Poissy à avoir donné 2 heures de sport aux agents par semaine dans le cadre du temps de travail. Amélioration des conditions de travail, baisse de l'absentisme. On ne peut pas tout attendre de l'État, voilà. Mais c'est bien d'avoir aussi quelques petites idées. Et le sport là-dessus, c'est quand même fabuleux. Pour terminer l'interview, on a commencé, tu m'as dit, tu es supporter du PSG. J'ai un souvenir de toi, il y a quelques mois, mais il y a 2 ans, que l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, c'est toi qui l'avais annoncé avant tout le monde. C'est vrai. Mais comment t'avais su? Le blaze. Non. Un nez qui sent, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Ouais. T'es proche de Mbappé? Oui. T'es triste qu'il soit parti au moment de sa famille. Non, je suis pas triste qu'il soit parti parce que dans le parcours de sa carrière, même si ça s'est pas forcément bien terminé au PSG, Kylian, c'est la tête et les jambes. Donc il a besoin toujours d'avoir une ambition, il a besoin d'avoir un challenge qui est à relever, qui est parfois impossible. Il a souvent rendu possible l'impossible. Alors non, à l'époque, ce qui se passe, c'est que je le vois au Trophée du Sport. Alors à l'époque, c'était Canal, là c'était l'équipe 21. Et il fait une sortie, je dis... Putain, c'est quand même con que ce mec, il parte du PSG, quoi. C'est pas possible. Et dans la manière dont il parle, je me dis, mais en fait, il viendra pas. Ça se trouve, il va pas partir. Et le lendemain, ça c'est Denisot qui m'avait dit un jour, Carlito, il m'appelait Carlito Denisot. Carlito, parfois il faut faire des petites bambinettes. Ça tombe par terre, ça explose partout. Bon, je me suis dit, je vais peut-être faire je vais faire une Denisot. Et je me souviendrai toujours, c'était un lundi soir, j'ai dit, Kylian restera au Paris Saint-Germain. Non, Kylian reste au PSG, je l'ai dit au présent. Bon, 100 000, 200 000, 1 million, la truc devient virale. Obligé d'appeler les policiers chez moi parce qu'il y avait des supporters devant. On veut des preuves. Et là, je me suis dit, putain, KO, c'est moi KO, Carl Olive. Je me dis, putain, KO, si jamais il reste pas, mais je veux dire, ça va brûler chez toi, quoi. Par contre, s'il reste, on va te faire une statue. Et donc, c'est devenu viral. Tout le monde m'a appelé, etc., y compris d'ailleurs les agents de Kylian en me disant, il faut retirer le truc. Quand ils m'ont dit, il faut retirer le truc, je me suis dit, putain, ça se trouve, Mais
Franchement, c'était un truc. C'était quelque chose que ça sentait. Personne de ne m'avait journaliste. dit. D'ailleurs, d'ailleurs, si ça avait été un truc de journaliste, tu te rends compte aujourd'hui, vous m'auriez filé le ballon d'or. Oui, c'est vrai. Non, moi, j'adore le foot. Voilà, moi, j'adore le foot. Je transpire du foot. Alors, attends, pour terminer l'interview, Ouais. le PSG, ils vont faire quoi cette année en Ligue des Champions? Bah, c'est pas mal, hein. Ouais, mais c'est Bon, tout le temps pas mal en début d'année. C'est tout le temps pas mal. Mais t'es supporter ou pas? Ah, bah à fond. Bah donc c'est pas mal. C'est quand tout le même. temps pas Regarde mal. regarde le Je bilan. suis d'accord. Je suis d'accord. Là, Et ça joue bien en plus. On a battu Brest Ouais, la beau semaine match. dernière. C'était pas un super match. Moi, j'ai bien aimé. Mais l'équipe de Brest, Très belle équipe. Ah ouais, très belle équipe. Ça joue bien au ballon. Puis tu vois ce qui manque au foot, moi je trouve aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. C'est des meneurs de jeu. C'est des artisans du football. La patte gauche, la Del Castillo qui joue à Brest. T'as vu cette patte gauche? T'as vu la qualité de transmission? Bah tu vois, ça nous manque. En fait, il nous manque des Platini. Il nous manque des artisans. Joao Neves, il est pas mal. Hein, c'est vrai. Bon, il a pris quelques tampons là. Il a perdu quelques ballons. Habituellement, il les perd pas ceux-là. Et puis Barcola était un peu en dilettante. Mais je t'annonce, hein, cette semaine, d'ailleurs, tu l'as vu en Ligue des Champions, Barcola, c'était différent de ce qu'on a vu la semaine dernière. Tout ça pour dire que pour l'instant, le PSG, franchement, c'est une copie parfaite. Alors, c'est pas une science le football, sinon ça se saurait. Je trouve que je suis pas très fan de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ouais. Bon, enfin, si à la fin de la saison on soulève la coupe aux grandes oreilles et qu'en plus ils viennent défiler à Poissy, bah, je serai le plus heureux du monde. Bon, enfin, ça tombe bien parce que je suis toujours le plus heureux du monde. Très bien. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Carl Olive, de nous avoir reçus ici à l'Assemblée nationale, député Ensemble pour la République. Bah, bonne reprise quand ça reprendra. Voilà. Et l'important, c'est qu'on ait les 3 points. Hein, et qu'on ait fêté ça, que ce soit pour la politique ou pour le sport. Exactement. Voilà, bah, merci Axel. Merci Alex, beaucoup. Merci à Mathieu. À très vite. À bientôt. Salut.